Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée que je connais bien parce que je travaille avec elle très fréquemment. Elle s'appelle Delphine Pinon. C'est la host et créatrice du podcast Richissime. Salut Delphine. Hello Christopher, bonjour à tous. Voilà, je précise que nous sommes à distance aujourd'hui pour cet enregistrement parce que tu ne vis pas en région parisienne. D'ailleurs, je ne suis pas à Paris moi-même en ce moment, donc de toute façon, on l'aurait fait à Non, distance. Euh, je, d'où est-ce que on enregistre là aujourd'hui, je Delphine? viens de la région parisienne, j'habite dans le nord de la France depuis quelques années maintenant, et je te cache pas qu'en période de canicule, on est dans la meilleure région de France. Et c'est pas souvent qu'on peut le dire, mais là on peut le dire. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, je suis en Bourgogne et non, il fait très très chaud. J'imagine. Je suis vraiment ravi de te recevoir dans Follow Me, Delphine. Donc, comme je disais, ton podcast Richissime fait partie du label Orso Media que j'ai créé en septembre 2021. J'ai beaucoup de plaisir à collaborer avec toi. Et voilà, le but aujourd'hui, c'est qu'on te connaisse, qu'on apprenne à mieux te connaître, que tu nous dises un peu euh, d'où tu viens, ce que tu fais et quels sont tes projets, ton ambition. C'est pas très original, mais je commence toujours mes épisodes par demander à mes invités de se présenter brièvement. Alors, ne parle pas tout de suite de ton activité de podcasteuse, mais raconte-nous où tu es né, où est-ce que tu as grandi. Ben, en vrai, comme beaucoup de créateurs de contenu, j'ai plusieurs casquettes, donc c'est vrai que la manière dont je me présente dépend toujours un peu de qui est en face de moi. Donc et en fait, j'ai plein de casquettes et c'est l'ordre qui change, tu vois. Donc là, je vais garder D'accord. podcasteuse en dernier, puisque de toute façon, tu l'as déjà dit. Mm. Je suis coach, je suis investisseuse en immobilier, entrepreneur de fait et podcasteuse. Voilà. Donc, on va dire que tout ça s'est ajouté au fil du temps. Les casquettes se sont ajoutées les unes après les autres. J'ai 35 ans. Mhm. Et j'ai eu un parcours alors scolaire, académique, on va dire plutôt exemplaire. Euh, voilà, moi j'étais une première de classe. Exemplaire, dans le sens, voilà, Delphine, c'était la première de la C'est classe, ça, qui levait toujours la main. exactement. Et qui posait des Dans toutes questions, les matières, ou toutes les t'avais des matières, même en matières dans sport. lesquelles... Ah ouais, ok, J'étais souvent la première fille en sport. Il y a quelques ok. exceptions. Ne me demandez pas trop de courir autour d'un stade et la natation, je déteste ça. Mais en rugby, en Mhm. badminton, en volley, vous me demandez tout ce que vous voulez, j'étais toujours un peu première dans les sports. Et donc, bah, ça m'a amené à Sciences Po, puisque je peux pas Ok. revendiquer le statut de première au concours, là, loin de là. Mais j'ai quand même passé ce concours et donc j'ai fait mes... Tu l'as ton classement quand tu passes les Non, concours? non, non, mais je sais. À l'époque, on nous disait, Tu sais que... si vous Ouais, avez 12 et plus, vous êtes d'office qualifié, entre guillemets. Et par ok. contre, on connaît sa note. Et moi, j'avais Mhm. 10,6. Donc, Ok. j'avais en dessous de la note qualificative, et c'est pour dire, et pourtant, à la fin, ils retiennent que 10% des gens qui ont passé le concours. Hmm. Et donc, même en retenant que 10%, et ben, enfin, même à 10,6, j'étais dans les 10%. Donc, t'imagines le taux de, le taux de Ouais. déchets qu'ils ont eu. Donc, 10,6 pour une Et, demoiselle j'ai eu pas loin de 16 à mon bac. Et j'étais bonne dans toutes les matières. donc, tu as Donc, été retenu sur dossier, j'imagine, c'est ça? non, non, sur ce concours, là. Sur ce concours, mais en fait, effectivement, c'est l'ambiguïté. En fait, t'envoies ton dossier de toute façon pour candidater. C'était Hmm. avant Parcoursup, ça n'existait pas. Et Hmm. donc, t'envoyais ton dossier. Donc, à un moment donné, je pense que les 12, ceux qui ont 12 et plus sont qualifiés d'office. Et après, il doit y avoir des jurys qui se réunissent. Hmm. Et là, ils regardent sur ton dossier. Et donc, voilà comment j'ai atterri à Ok, ok. Sciences Po. Et comment t'expliques cette volonté d'être toujours première? Alors déjà, bon, ton intelligence exceptionnelle, hein, on va passer Évidemment, là-dessus. hein. Mais tu vois, pour être première en sport, c'est pas une question d'intelligence, quoique, si, aussi. Ça demande de la gestion de l'effort, etc. Mais ça demande aussi d'aller chercher dans tes ressources. C'est quoi? Il y a une question d'ego, il y a une question de... euh, qu'est-ce qui t'a motivé à briguer toujours les Bah, premières places? la première chose, c'est que
j'avais une facilité naturelle, une curiosité naturelle, ce qui m'amenait de toute façon effectivement à prendre mes leçons, à les restituer. Donc il y a un peu de naturel. Et après, il y a un peu de challenge, de compétition et de si je peux être pas loin, autant être la première, quoi. Je trouve que le système scolaire français est assez compétitif. De par la notation, etc. Je sais pas si ça existe encore, mais je veux dire, toi et moi, on a dû connaître l'époque où il y avait des profs qui rendaient les copies et qui donnaient les notes tout haut. Enfin, Et qui les donnait dans l'ordre ouais, des notes aussi. et je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, pourquoi faire ça si c'est pas pour instaurer une forme de compétition, tu vois, ah bah je suis au milieu, ah bah je suis à la fin, ah bah je suis au début. Alors, excuse-moi. Non, non, ok, c'est cool. Alors, les gens ne voient pas, pour mais... ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas la vidéo, le chat de Delphine vient de passer juste le problème, entre, c'est entre que elle et son micro. Très, très joli chat, mais Delphine. le problème, c'est qu'il va s'inviter très longtemps dans notre conversation, mais que si je le mets dehors, Aucun problème. Il va nous... Bon, je vais essayer de faire avec et de pas trop me déconcentrer. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a ce truc de compétition naturelle qui est instauré dans le système scolaire. Et on va dire que ça correspondait assez bien à ma personnalité, où si je pouvais l'être, autant être au top, et ça me demandait pas beaucoup plus d'efforts que ça, et c'était hyper valorisant d'y accéder, quoi. Donc ça m'allait plutôt bien. C'est bien longtemps après. Alors, tout s'est arrêté à Sciences Po. Je ne suis pas restée première de promo quand je suis arrivée à Sciences Po. Alors, pourquoi Sciences Po, déjà, avant peut-être de parler de tes... Alors, en vrai, moi, je voulais aller en prépa prépa et en école de commerce. Et puis, j'étais dans un lycée ZEP. Et il y a des passerelles pour rentrer à Sciences Po quand on est en lycée ZEP. Je pense que ça existe encore. Et on vient nous voir au mois de décembre de l'année scolaire, en terminale. On nous dit, voilà ce qu'il vous faut faire pour ceux qui ont envie de rentrer à Sciences Po. Sciences Po, c'est ça, etc. Moi, honnêtement, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas plus que ça. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a... À l'époque, je me suis pas... non, moi, quand j'ai une idée en tête, j'ai une idée en tête. Je me suis dit, bon, non, je vais aller en école de commerce. Ma sœur, elle fait prépa, elle était partie en école de commerce, etc. Et en fait, c'est au plein milieu de l'année, au moment où c'était trop tard pour passer cette admission parallèle, que je me suis dit... En fait, il m'a fallu plusieurs mois comprendre que c'était prestigieux, etc. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a attirée. J'ai aussi mis du temps à comprendre qu'effectivement, ça allait quand même... Il y avait une certaine ouverture et que ça allait m'amener à pas mal de choses. Ouais. Et en vrai, toutes les mêmes voies que j'aurais eues en école de commerce, pour le coup, c'est assez similaire. Et au moment où je me suis décidée, c'était trop tard. Donc, je me suis retrouvée à passer effectivement le concours. Je l'ai eu par bonheur. Mais finalement, c'est parce que j'étais en ZEP que j'ai entendu parler de Sciences Po. Sinon, je pense que je serais partie en prépa. D'accord. Et je me rappellerai toujours de ce jour où, à l'époque, on avait les résultats du concours de Sciences Po fin septembre. Et donc, la rentrée étant début septembre, j'avais fait 3 semaines de prépa. Je me rappellerai toujours de ce jour où... À l'époque, on rentrait en... Mais la rentrée de Sciences Po, c'est quand ? En octobre. C'est en octobre. Ouais. À l'époque, les résultats arrivent hyper tard. À l'époque, on passait le concours après le bac. Je connais pas l'univers Sciences Po. Moi, j'ai fait une prépa HEC aussi. Mais tout a changé, en fait. Démarré aussi, tout a changé, mais à l'époque, on avait l'été pour se préparer au concours. Le concours était à la fin de l'été. Et donc, il y avait un mois entre le concours et les résultats. Et forcément, on démarrait tous autre chose, une autre filière avant. Et donc, j'étais à la cantine de la prépa, une prépa parisienne. Et puis, mon père m'appelle le midi et il me dit... après le petit suspense, t'es pris, il était tout ému. C'est une des rares fois où j'ai senti mon père hyper ému. Et là, j'ai dit à tout le monde, bon, ça y est, j'étais en larmes, j'ai pris mes affaires, je suis partie, je suis jamais revenue et j'étais contente. Et là, il n'y avait aucun doute, parce que tu avais quand même déjà démarré 3 semaines en prépa, donc tu as peut-être commencé à te créer tes petites habitudes. Non, pour toi, il n'y avait pas de sujet. Non, parce que j'avais vu ma sœur passer, ma sœur passer en prépa et c'était l'univers du travail acharné. Donc, c'est 7 heures de cours par jour. Tu travailles après les cours, tu travailles les week-ends, tu as l'école les week-ends. Enfin, non, vraiment, cet univers-là, je l'aurais fait parce que c'est encore aujourd'hui considéré comme une des voies d'excellence pour arriver en grande école. Mais vraiment, il n'y avait pas photo pour moi.
et c'était la garantie de ne plus avoir de concours pendant 5 ans. Enfin, je rentrais à Sciences Po et j'en sortais et j'étais tranquille. C'est vrai. Donc, non, il y a vraiment, à aucun moment, il y avait de comparaison dans nos têtes. Et donc, tu as fait Sciences Po, tu as fait 5 ans de Sciences Po. 6 parce que j'ai choisi une année de césure. Alors après, le chat chez moi, on a, on a le voisin qui fait la perceuse chez Christopher. Ouais, vraiment, les conditions sont vraiment Oh là pas là, idéales. C'est pour ça que cet on épisode, peut oh en là parler là. après, mais ouais. Ouais, mais moi, j'aime pas trop enregistrer à distance, un peu pour tous ces désagréments. T'as beau anticiper plein de choses, il y a toujours un truc qui t'arrive Oui, au on beau pourra milieu en qui vient un peu reparler si tu veux. te gâcher la fête. Mais ton chat ne dérange Mais non, il est absolument pas, hein, parfait. soit dit en passant. Il fait pas de bruit. Ok. Bon, ok, Sciences Po, 6 ans. Et donc, qu'est-ce qui t'amène progressivement à créer ton podcast richissime entre Sciences Po et la création de Alors ton là, il se podcast? passe quand même un paquet d'années entre les deux. Et je te le fais en accéléré, mais j'ai un parcours où j'entreprends, ça marche pas. Je vais travailler plusieurs années dans des startups, dans des métiers plutôt growth marketing. Ensuite, je deviens freelance. Je fais de la prestation de services en marketing. Je sens que être indépendant, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin. En revanche, faire de la prestation de service, c'était pas mon kiff. Et en fait, il y a ce sujet qui arrive dans ma vie où je décide de reprendre mes finances en main, où je décide de m'intéresser à comment est-ce que je peux le faire. Rapidement, je me tourne vers des contenus de finances personnelles qui sont des contenus américains. Ils sont très forts là-dessus parce Mhm. que comme ils sont très endettés, la question de la gestion budgétaire et du Bien désendettement, en sûr. fait. Donc, il y a vraiment du contenu hyper intéressant chez les Américains concernant la gestion de ses finances personnelles. Et du coup, je découvre que autour de nous, on pense outils, en fait. Quand on pense budget, on pense outils, alors qu'eux, ils pensent philosophie, mindset, toujours. Ils sont très forts là-dessus. Et j'ai une révélation à titre personnel. Je reprends mes finances en main. Non seulement mes finances s'en portent mieux, mais moi, je m'en porte mieux aussi. Vraiment, Mm. c'est top. Et je me dis, mais pourquoi tout le monde n'est pas au courant? Pourquoi tout le Mm. monde se contente de soit jamais gérer ses finances, soit le faire avec un pauvre budget entrée-sortie qu'on regarde une fois dans l'année Mm. quand on a un peu peur, etc. Et à l'époque, je veux créer une app. À l'époque, je me dis, je vais D'accord. créer une appli autour de cette méthode que du coup, j'ai pioché et adapté à ma sauce et qui marche pour moi. Et je me dis, je vais créer une appli. Et en fait, en essayant de tester le marché et en me faisant accompagner là-dessus, le constat, il est clair. C'est que de Leclerc qui fait des pubs en parlant de ton budget à Banking, qui est une appli pour classer ses dépenses, de ta propre banque qui dit regardez, il y a un onglet budget. En fait, tout le monde parle de budget et que ça va être Mm. difficile d'expliquer que moi, j'ai une philosophie complètement différente du budget et je vais avoir du mal à émerger dans le milieu de la tech sur cette thématique du budget. Et à ce moment-là Mhm. émerge l'idée de et si tu faisais un média plutôt qu'une app, et si tu construisais une communauté. Et au début, je me suis dit, je vais construire une communauté et quand elle sera grande, je vais aller voir des VC, je vais lever des fonds et je vais faire mon app. Mm. Bon, c'est encore Mm. mon projet, mais ça, juste 3 ans après, j'y suis toujours pas. Et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, je vais créer une communauté plutôt autour d'un média et je vais parler de ce sujet qui me passionne. Et mes amis me disaient, ah ouais, mais le budget c'est chiant, mais à chaque fois je t'en entends parler, je vois bien que c'est intéressant et surtout toi t'es hyper passionné. Et c'est Mm. ça que les gens me disaient. Et c'est tombé sur le podcast. Plouf, 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 ce sera le podcast. Et j'exagère un peu. Un peu par hasard, tu veux dire? En fait, j'ai avant que je me décide de faire un podcast, 2-3 mois avant, quand j'étais encore prestataire de service, j'avais été reçue dans un podcast parce que je faisais partie d'un collectif de freelance et que c'est une organisation qui est un peu nouvelle et qui posait beaucoup de questions, Mm. etc. Et j'avais été reçue dans le podcast de Alexis Minkela à Tribu Indé. Et il Mm. m'avait reçu dans son salon. Enfin, il avait un T2 à Paris, dans son salon.
Il avait acheté ses 2 micros 60 balles sur Amazon. On discute de ça. J'ai toujours aimé énormément la radio parce que j'aime l'idée d'écouter des contenus en faisant autre chose. Et donc, je faisais ah, mais moi, je peux faire ça dans mon salon aussi. Je peux le faire de n'importe où. Et du coup, voilà, 3 mois après, quand je me suis dit, ok, c'est pas une app que je dois faire, c'est un média, c'est devenu évident que je devais essayer de lancer un podcast. Donc, j'ai appelé Alexis, je lui ai dit, c'est quoi le modèle de ton micro? Il m'a dit ça. J'ai acheté un Ouais. micro et j'ai enregistré Le même, trois, ouais. exactement le même. Euh, j'ai enregistré mes 3 premiers épisodes en solo, en vacances, sur l'île de Noirmoutier. Et quand j'en avais 3, j'ai lancé le premier. Voilà comment j'en suis arrivée à créer Ok. un podcast. Et si on fait un petit retour en arrière, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a déclenché cet intérêt soudain pour les finances? Est-ce que c'était peut-être que tu te sentais coincé dans ton activité professionnelle et que tu voulais peut-être gagner en indépendance? Est-ce que c'est quoi en Le, fait? Qu'est-ce qui a ouais, le déclenché moteur ça? est perso. À aucun moment, je me dis, je vais faire une carrière autour de ça et c'est un moyen pour moi d'aller vers l'info. Déjà, honnêtement, je ne savais pas ce que c'était que l'infoprenariat. J'ai Hmm. découvert à ce moment-là. Moi, je viens de l'univers des startups. J'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de frontière. Les startupeurs regardent un peu, c'est qui ces infopreneurs? Et les infopreneurs se disent, ils n'ont rien compris, les startupeurs. Ils échangent leur temps contre l'argent. Tu sais, il y a un peu ce. Moi, j'ai l'impression qu'il y a Hmm. une guerre Hmm. des mondes, enfin, ou en tout cas de mondes parallèles. Bah oui, parce que juste si on peut faire c'est intéressant ce que tu dis là. J'en ai fréquenté quelques-uns des infopreneurs et, et j'ai l'impression quand même que ce qui change dans le mindset entre un entrepreneur et un infopreneur, c'est que un entrepreneur finalement il fait des choses, il crée, il entreprend, il monte une entreprise sur un projet avec des collaborateurs. Enfin, le but c'est de la faire grandir, de la mener à l'international, etc. L'infopreneur, finalement, bon, tu entreprends, mais ce que tu crées, c'est de l'info sur l'entrepreneuriat, quoi. Enfin, Non, non, et non. donc, Enfin, je trouve que tu as un décalage parfois de légitimité. Alors, c'est pas forcément vrai pour tous, mais beaucoup d'infopreneurs peuvent avoir un déficit de légitimité parce que eux-mêmes finalement n'ont pas forcément des boîtes qui ont cartonné, après, il y a plein de etc. domaines. Ou On, revendu. on devrait peut-être plutôt parler Et de donc, ils se sont. soloprenariat parce Ouais. que l'infoprenariat, il n'y a pas que des gens qui vendent des trucs sur du business. Enfin, il y a l'infoprenariat, c'est assez large que ça. Mais peut-être qu'on devrait plutôt Oui, parler de oui. soloprenariat. Mais Ce qui est différent quand même, ouais, hein, ouais. en tout cas, Infopreneur pour et moi, les deux solopreneur. sont des entrepreneurs. C'est juste que le start-upper, en tout cas, lui, il veut monter un actif qu'il va pouvoir revendre. Et donc, un actif C'est qu'il va ça. pouvoir revendre, il existe indépendamment du fait que ce soit lui qui le dirige. Et De son il y a, incarnation. il y a Ouais. des collaborateurs, il y a des possibilités d'exit, etc. Souvent, le soloprenariat, il a créé un truc autour de sa personne. C'est lui qui drive le business. Donc, c'est moins revendable. Il y a moins d'actifs. Mm. En revanche, ce que cherche le solopreneur, c'est une relation complètement différente au temps. Souvent, déjà, il y a vraiment cette différence de je veux des salariés ou j'en veux pas trop. Le solopreneur a un Mm, mm. ratio chiffre d'affaires salarié qui n'a rien à voir avec celui de l'entrepreneur. En général, tu gagnes beaucoup C'est plus évident. avec beaucoup moins de personnes et donc c'est assimilé à moins d'emmerdes et aussi plus de liberté personnelle. Donc, je peux m'enrichir plus facilement sans avoir besoin d'y consacrer autant de temps. La grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a un actif valorisable et l'autre qui a. Alors ça se discute, hein, il y en a qui essayent de revendre leur boîte. Il y a eu. Je sais pas s'il est arrivé au bout, mais Théophile Hélier qui essayait de revendre sa chaîne YouTube, etc. Donc, ça se discute, tu vois. Comment est-ce que le solopreneur peut créer un actif revendable? Mais c'est quand même une énorme différence entre les deux. Oui. Et comment tu distingues le freelance du solopreneur? Alors, pour moi, le freelance, euh, j'ai été freelance, hein, mais c'est vrai que là, C'est pour ça que je te pose ouais, la le, question. le freelance, il a pas l'actif revendable, il crée pas non plus un actif professionnel,
et il échange son temps contre de l'argent. Donc moi, à la fois, j'en suis une parce que mon métier de coach, c'est un métier qui est dépendant de mon temps. C'est juste que je peux le délivrer en one-to-many, en présentiel ou en distanciel, et je peux le délivrer en one-to-one ou en one-to-many. Et je peux le délivrer en high ticket ou en low ticket. Donc il y a plein de façons d'exercer mon métier de coach, du coup, qui me permettent quand même d'avoir des revenus qui sont très importants, mais qui sont quand même dépendants de mon temps. La prestation de service, vraiment, je le vois avec les freelances que j'accompagne. Une des grosses problématiques du prestataire de service, c'est qu'il est coincé sur ce que son métier vaut sur le marché. Et c'est comme, je suis développeur, je peux pas me valoriser plus que tant parce que telle personne que je pense qui est plus légitime que moi ou qui est plus connue que moi, elle se valorise le temps. Et puis mon client, il a quand même une notion de ce qu'est le prix du marché, etc. Donc, c'est non seulement tu échanges ton temps contre l'argent, mais en plus, ta compétence est comme figée dans une tranche de marché, ce qui n'existe pas, en tout cas, ce qui existe beaucoup moins dans la formation et dans le coaching, où, peu importe ton niveau de compétence, tu peux vendre des trucs à 2 chiffres et tu peux vendre des trucs à 5 chiffres. En tant que développeur, ton TJM, avant d'aller chercher un TJM à 5 chiffres, il va falloir justifier de pourquoi ton client il achèterait un TJM à 5 chiffres quand 80% des développeurs sont à 3 chiffres, ou 90, et 10% sont à 4. Et toi, tu es dans les 0, quelque chose et tu veux le vendre à 5. Et c'est là où je trouve que c'est plus contraignant. Ok, très clair. Donc toi, tu te considères aujourd'hui plus comme une solopreneuse. Ouais, je pense, ouais. Ok. Bon, très, très intéressant. Et donc, cette notion liée cet intérêt qui naissant sur les finances perso est lié aussi à ce changement de statut. Alors, c'est venu avant. Ça a vraiment précédé. C'est-à-dire que ça vient... Là, c'est vraiment le personnel qui a drivé cette motivation. En fait, quand j'étais salariée et puis ensuite, après, prestataire de service, il y avait ce truc de je gagnais relativement bien ma vie. Alors, j'ai baissé quand je suis passée prestataire de service parce que vraiment, je crois que je devais facturer moins de 2000 € par mois, donc, mais j'avais le chômage à l'époque. Et en tant que salarié, je gagnais plus de 3000 € par mois et en fait, je voyais à la fois que mon épargne grossissait pas vraiment. Premier constat. Et de deux, j'avais cette espèce de frustration latente. J'avais peu ou pas de conscience de où partait mon argent. Ce que je retrouve chez beaucoup de clients qui se disent je sais pas trop. Voilà, mais je peux me permettre. Et moi, chez moi, ça nourrissait une certaine frustration. Après, j'ai fait énormément de travail sur la question. Donc aujourd'hui, je peux te dire que j'ai une relation à l'argent qui était depuis longtemps drivée par le manque. Cette impression de manquer. Peu importe les niveaux de salaire que j'avais toujours l'impression de manquer. C'est pas pour autant que je mettais beaucoup de côté. C'est que j'avais toujours l'impression de ne jamais avoir assez. De pas avoir assez pour ton quotidien, pour ton train de vie, ou pas avoir assez pour être confiante et tranquille par rapport à l'avenir? Les deux, mais c'est une impression. C'est-à-dire concrètement, j'ai jamais manqué de ma vie et j'ai toujours eu l'impression de manquer. J'ai toujours aspiré à être au niveau d'au-dessus alors que j'étais un peu en dessous. Et quand t'es parisien, que t'es dans une grande ville, que t'as quand même des charges importantes, de loyer, etc., il y a un peu cette course à il va falloir que t'ailles chercher des salaires plus élevés, etc. Qui dit salaire plus élevé dans le salariat dit souvent travailler plus. Donc, je sais pas, il y avait un truc qui collait pas pour moi où je me sentais pas ok. Mais à l'époque, j'avais soit comme issue de partir de la région parisienne, ce que je voulais faire, mais mon ex non. Donc, soit je voulais en gros partir de la région parisienne, gagner la même chose, travailler en remote ou me trouver un boulot en province, et du coup, jouer sur le différentiel de ce que je gagne et du niveau de vie que j'avais ailleurs. Soit effectivement, et comme mon ex voulait pas partir de la région parisienne, c'est pas, voilà, je veux pas refaire l'histoire, c'est pas entièrement de sa faute, on était deux, mais c'est vrai que moi je voulais. Non, mais ça fait partie des exactement. Des moments de vie importants qui peuvent conditionner pas mal de choses. Et du coup,
l'optique que j'avais, enfin la seule solution que j'avais à l'époque, c'était de me dire, ok, il va falloir que je revoie vraiment ma structure de dépenses. Il va falloir que ce qui était pénible pour moi, ma mère m'avait dit plein de fois, mais si tu veux, fais un budget, pourtant, bref, tu vois, clairement, ça me donnait pas du tout envie à l'époque. Et l'idée que j'attachais derrière cette idée, le sentiment que j'allais devoir me priver, en fait. Donc, ça m'intéressait vraiment pas. Okay. Mais c'est un peu la nécessité qui m'a dit, ok, vas-y, va dedans quand même. Ce serait quand même bien à un moment donné que tu puisses commencer à mettre un petit peu plus d'argent de côté, etc. Et en fait, le déclic est venu du fait que j'ai compris que cette frustration, c'était la différence entre ce que je faisais de mon argent et ce que je voulais faire de ma vie. En gros, mon argent allait dans plein d'endroits, mais qui n'était absolument pas ce que j'avais envie de faire de ma vie. Ça faisait des années que je me disais, je veux réentreprendre. J'avais déjà dans le coin de la tête une appli que je pensais pas être une appli de budget à l'époque, mais je me suis dit, un jour je veux réentreprendre. Je voudrais monter un truc, je voudrais repartir voyager, je voudrais refaire un tour du monde. Et là, quand je regarde mes finances, je fais, ok, est-ce qu'il y a 1 centime d'euro que tu as mis de côté pour ça, alors que ça fait des années que t'en parles? J'ai 0, peanuts, rien, walou. Est-ce que un jour tu veux devenir propriétaire? Oui, comme la plupart des gens, je me suis dit un jour je deviendrai propriétaire. Est-ce qu'il y a 1 centime d'euro qui est mis de côté pour faire un apport pour un futur projet? Non, rien, walou. Je me suis dit, ok, waouh, Delphine, 32 ans, et en fait ton argent il va à un endroit et toi tu veux que ta vie elle aille à un autre. Et c'est de ce constat qu'est né vraiment le vrai déclic, et qui fait le lien avec ce que je te disais tout à l'heure, le fait que je me mette vraiment à faire des recherches, que j'aille voir comment je pourrais aborder l'histoire de budget autrement, et dans une façon qui me permette de réconcilier avec cette idée que mon argent va enfin être aligné avec mes projets de vie, mes ambitions de vie. C'est vraiment le perso, cette frustration de se dire mais il y a du gâchis là-dedans, là, je sais pas, où va ton argent? Bah, visiblement tu te fais plaisir, mais enfin c'est bien cool de se faire plaisir, mais c'est quoi que tu veux faire de ta vie? C'est quoi tes ambitions de vie? Ah là, ok, donc c'est cool d'avoir des belles fringues, d'aller au resto de temps en temps et de te faire des belles vacances, mais toi tu veux faire ça. Donc, essaye un peu d'être cohérente, quoi. Remettre un peu de cohérence dans ma vie personnelle. Au début c'est venu de ça, et moi, je viens d'un... C'est marrant, j'en parlais tout à l'heure avec mon compagnon. Quand j'ai commencé à travailler, enfin, assez tôt, quand j'ai commencé à travailler dans les startups et après mes études, je me demande même si ça vient pas de mes études à Sciences Po. J'ai toujours entendu dire, si tu as une communauté, tu trouveras toujours un moyen de faire de l'argent. Et donc, j'ai monté ce podcast au début en pensant, j'aurai une communauté et j'arriverai à la leverager pour pouvoir faire pour emprunter et faire mon app. Et puis en fait, je me disais, bah, si c'est autre chose, c'est autre chose. Mais à partir du moment où je crée une communauté, donc là, c'était autour du podcast, j'en ferai quelque chose. Est-ce que je savais que j'allais devenir solopreneur? Est-ce que je savais que j'allais faire du coaching? Est-ce que je savais que mon podcast me générerait des revenus de sponsoring? Est-ce que je savais que j'allais devenir investisseuse en immobilier? Je ne savais pas, en fait. Rien de tout ça n'existait à ce moment-là. On parle de 2019. Le podcast a été lancé fin 2019. Ouais. Et je savais pas où ça me menait, mais j'ai toujours, voilà, depuis que je fais ce métier de marketeur, etc., j'ai toujours entendu dire ça, si t'as une communauté, tu trouveras toujours un moyen de faire de l'argent avec. Ok, Delphine. Et donc, fast forward, tu achètes aussi 2 micros sur les conseils d'Alexis. Tu fais tes 2-3 premiers épisodes. Et là, on est mi-2019. C'est ça. Fin 2019. Et je lance en novembre. C'est ça, fin novembre. Enfin, novembre 2019. 6 novembre 2019, d'ailleurs. Avec un premier épisode intitulé C'est quoi être riche? Alors, si tu devais résumer cet épisode en une minute, c'est quoi être riche, Delphine? Ça a tellement changé. Je pourrais même pas te dire ce qu'il y a dans cet épisode précisément, je l'ai jamais réécouté. Il a 2 ans et demi du coup. En fait, j'ai introduit à ce moment-là la notion de... Est-ce que riche, c'est une notion comptable ou c'est une notion subjective, et comment est-ce qu'on peut essayer de l'apprécier, soit objectivement, soit subjectivement?
Et la richesse, elle est complètement subjective et complètement relative. C'est un peu la conclusion de cet épisode. Donc, tu vois, si on t'annonce, si ton patron t'annonce une augmentation, t'es trop content et puis tu sors de la pièce et puis en fait tu te rends compte que tous tes collègues ont eu la même augmentation, voire un tout petit peu plus que toi, ah bah tout d'un coup tu vas Ouais. rentrer chez toi et tu vas être vénère. Alors que t'étais sorti du bureau en étant hyper content. Ça, c'est la Delphine de compétition qui parle. C'est un peu ça. Et en fait, si tu gagnes... tu vois, j'habite dans la région Nord, c'est pas particulièrement une région qui est réputée pour... tu vois, on n'est pas sur la Côte d'Azur, quoi. C'est sûr que si je gagne 2500 euros ici, dans la ville où j'habite, à Gravelines, je vais probablement me sentir parmi les gens qui ont le plus fort pouvoir d'achat ici. Si j'ai 2500 euros à Paris, en vrai, je vais me sentir dans la classe moyenne inférieure. Il y a ça, et puis il y a toute cette réflexion autour du signe extérieur de richesse. J'habite justement dans une région où des belles voitures, vraiment des belles voitures, enfin 30, 40 000 euros et plus, sont garées devant des maisons. Tu sais, les vieilles maisons, qui en coûte les vieilles quasiment maisons autant. ouvrières du Nord, toutes petites les unes collées aux autres, où les volets sont tout défraîchis, où tu vois les vieux rideaux à travers la fenêtre et tu te dis oh my god. Et voilà, il y a le signe extérieur de richesse, il y a ce qu'on imagine être la richesse de quelqu'un qui a des attributs de la richesse, et puis il y a la richesse. Puis il y a la richesse de je gagne beaucoup d'argent, et il y a la richesse de je garde beaucoup d'argent. Et j'ai découvert depuis qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui gagnaient beaucoup d'argent et qui malheureusement n'en gardaient pas. Et ça, c'est énorme. C'est une énorme réalité, mais dont personne ne parle, puisqu'évidemment, à partir du moment où tu gagnes un peu d'argent, c'est communément accepté que tu n'as plus de problème et que donc et encore moins de problèmes de gestion, puisqu'évidemment, les problèmes de gestion sont l'apanage des gens pauvres et non pas des gens riches. Voilà, j'ai découvert l'ampleur, mais ça commence avec cet épisode et ce questionnement sur la richesse. De la supercherie. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai, tu as raison. Pour rebondir, ça me fait penser à plusieurs personnes qui travaillaient dans l'univers de la banque et qui me disaient ça, qui avaient parmi leurs clients des gens qui gagnaient vraiment très 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 bien leur vie. Et parce qu'ils gagnaient très très bien leur vie, ils étaient très 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 à découvert. Parce que souvent, ton autorisation de découvert est comment dire, Ouais. aussi large que sont tes rentrées d'argent. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et donc, effectivement, ça veut pas dire grand-chose. Non, après, les banquiers sont aussi sont des cordonniers mal chaussés, hein, vraiment. Parce que le nombre de gens qui viennent me voir en me disant « Ah non, je travaille dans la banque, comme quoi ?» Oui, mais je sais, ça me surprend plus maintenant. Mais c'est vrai que moi, j'avais l'impression qu'à partir du moment où tu travaillais dans les chiffres ou dans l'analyse financière ou la comptabilité, c'est pareil. À partir du moment où tu as un métier de chiffre, la France pense que tu sais gérer ton argent. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et comme il y a un tabou énorme autour de ces sujets-là, qu'on ne parle pas de son salaire et qu'on parle encore moins de ce qu'on garde à la fin du mois, bah, on est seul avec son problème. Donc le banquier est au courant, a priori, mais c'est pas un interlocuteur privilégié pour discuter de ces choses-là. Et il y a un super livre, The Millionaire Next Door, qui est un des best-sellers de la littérature money américaine, qui te décrit le profil type du millionnaire américain et qui explique justement, en fait, le millionnaire américain, c'est typiquement le type qui gagne bien sa vie, qui minimise au maximum son train de vie et qui utilise qui investit son épargne comme un petit porc, comme un petit cochon. Tu vois. Et avec vraiment cette idée, c'est le type, ça va être ton voisin, mais en fait, c'est ton voisin dont tu sais pas que il gagne bien sa vie et qu'il a réinvesti pour des millions. À l'inverse, t'as la personne qui a un métier de statut en général, c'est une généralité, mais c'est vrai qu'on retrouve souvent ça dans ces métiers-là. Le médecin, l'avocat, enfin le notable entre guillemets, qui lui colle son train de vie à son niveau de revenu et qui du coup entre guillemets s'appauvrit parce qu'il met quasiment rien de côté.
Donc, il y a un super Mhm. revenu, mais on a quelqu'un qui passe son temps à essayer de vivre selon son train de vie, donc qui met pas ou peu de côté, qui construit pas Mhm. de patrimoine et qui est loin d'être millionnaire par rapport à ce qui est sur son compte en banque. Donc, c'est deux approches de est-ce que je gagne mon million par mes revenus ou est-ce que je gagne mon million par mes revenus et par mon investissement, et ça demande effectivement de faire un travail sur son train de vie. Et ça, c'est du pur, Mhm. pur mindset, psychologie, relation à l'argent. Alors, qu'est-ce qui fait que des gens dépensent ou des gens dépensent pas? C'est vraiment que de la psycho, là. Très intéressant, Delphine. Donc, tu crées ton podcast avec deux objectifs qui sont de construire une communauté et aussi de partager un peu ces enseignements avec le Mm. plus grand nombre. Quel type d'invité est-ce que tu recherches? Est-ce que tu invites dans ton podcast? Alors, ça a évolué, quoique pas tant. C'est juste que ça a évolué dans la notoriété des gens que j'invite. Mais je cherche des gens qui... je cherche des gens qui sont pas nécessairement du métier, mais qui ont des choses à dire sur l'argent. Mhm. Soit en parlant de leur situation personnelle. J'ai reçu beaucoup d'anonymes qui me racontaient des histoires, moins aujourd'hui. Soit j'ai reçu Héloïse Boll qui avait écrit un livre sur l'argent dans le couple. J'ai reçu Christian Junot qui lui-même est un expert de la relation à l'argent, donc qui travaille ce relationnel Mhm. vis-à-vis de l'argent. Donc à la fois des experts qui vont m'aider moi à aider les auditeurs. Faut dire qu'au début c'était génial parce que vraiment c'est ce truc de j'invite de qui j'ai envie d'apprendre. Au début Mhm. Eh oui. c'était ça. Et donc je faisais des épisodes. Pour ceux qui n'ont jamais écouté Richissime, c'est très large les sujets que je traite. Donc, je vais parler d'investissement. Comme je disais, je parlais de l'argent dans le couple. J'avais reçu un ancien rugbyman professionnel. Donc, il y a toujours cette frontière entre vous allez apprendre des trucs, mais vous allez aussi comprendre des choses sur la manière dont vous fonctionnez avec l'argent à travers les témoignages et les expertises des gens Mhm. que j'invite. J'ai reçu des sportifs, j'ai reçu des gens du métier des médias, j'ai reçu des économistes ou chroniqueurs éco. J'ai reçu des sociologues de l'argent, j'ai reçu Benoît Hamon, donc politique, donc qui défend, là, on a parlé du revenu universel. J'ai reçu des gens qui font de la formation sur des sujets d'investissement, j'ai reçu des gens qui dirigent des Mhm. plateformes d'investissement. Donc, c'est hyper large les gens que je reçois. Et je fais aussi des épisodes Et qu'est-ce solo. que tu vas chercher? C'est vrai, ouais. Tu vas nous en Ouais. parler juste après. Et qu'est-ce que tu vas chercher chez tes invités? Ce qu'ils ne disent pas ailleurs. J'essaye. J'essaye. J'essaye parce que même pour ceux de mes invités dont l'argent est quand même le sujet principal, j'essaye d'aller chercher le. J'essaye toujours d'aller chercher la discussion sur la psychologie de Mhm. l'argent. Parce que ça, on va pas en parler dans beaucoup d'endroits. Je te donne un exemple, mais j'ai reçu Asher, donc qui est Mhm. youtubeur spécialiste de la crypto. Et quand je l'ai. Et on a fait un épisode en deux parties. Et on a fait un premier épisode pour mes auditeurs pour vulgariser l'investissement en crypto-monnaie. Et le deuxième, je me suis intéressée à lui, mais pas tant son parcours en tant qu'entrepreneur, mais lui et sa relation à l'argent depuis qu'il est petit Mhm. jusqu'à ce jeune homme de 24 ans qui a monté ce qu'il a monté, aussi bien en tant qu'influenceur, mais aussi en tant qu'entrepreneur, et sa Mhm. propre relation à l'argent et comment elle a évolué avec le temps et aussi avec les millions qu'il gagne ou qu'il gère pour ses Mhm. clients. Et ça, c'est ça, on va pas l'entendre parler de ça sur d'autres podcasts ou sur d'autres plateformes. C'est vrai. Et j'essaye d'aller chercher ça, surtout pour les gens qui parlent beaucoup dans d'autres médias qu'on va retrouver un peu partout. J'ai eu la même chose avec Olivier Roland, j'ai eu la même chose avec Clotilde Dussoulier, il y a plein de mes invités, effectivement, qui sont d'ailleurs des podcasteurs et qui sont amenés à s'exprimer régulièrement, sur lesquels je vais pouvoir aller chercher l'angle sur lesquels ils s'expriment rarement, qui est la relation à l'argent. Après, l'argent reste un sujet encore tabou en France. Tu es bien placé pour le savoir. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prévoir des invités
pour parler de ces sujets-là en profondeur, de manière assez personnelle, et te rendre compte qu'en fait, ils te lâchent pas grand-chose parce que ça reste un tabou trop profondément ancré. Non, mais c'est plus... peut-être que c'est moi qui va plus me censurer. Parce que, tu vois, quand j'ai reçu Benoît D'accord? Hamon, il m'a pas du tout cadré, il a pas voulu avoir les questions à l'avance, tu vois, il y avait pas ce genre de choses, mais euh, je l'ai questionné sur son enfance. Hein. Tu vois, dans quel milieu socio-économique il Ouais. a grandi, la relation qu'il avait avec ses parents, etc. J'arrive à sentir le moment où il y a voilà, une petite limite. J'essaye d'avoir un peu plus que d'habitude, mais je serais pas allée. Mais là, en fait, j'aurais pu le faire. Là, il aurait fallu que je me fasse violence à moi. C'est, tu vois, comment tu gères l'inconfort de poser la question à Benoît Hamon de combien est-ce que vous gagnez en tant Hmm. que dirigeant de Singa. Autant quand il avait des casquettes institutionnelles, bah, en général, c'est des grilles de salaire qu'on peut retrouver sur Internet et qu'on peut à peu près Hmm. estimer. Bon, en général, les politiques à ce niveau-là ont aussi beaucoup de sources de revenus, donc c'est difficile à savoir. Mais voilà, j'avais un peu cette pudeur de... Parce qu'on le rappelle pour nos auditeurs, Benoît Hamon, qui est évidemment un ancien homme politique, dirigeant du Parti socialiste, est aujourd'hui directeur général d'une ONG qui gère qui s'occupe des migrants, de l'arrivée des migrants sur le sol français. Et qu'est-ce que tu veux apporter à tes auditeurs? C'est quelque chose c'est une question que je pose assez souvent aux podcasteurs. Même avant qu'ils créent leur podcast, je leur demande dans quel état tu as envie de mettre tes auditeurs. C'est-à-dire, dans quel état ils sont avant d'écouter ton épisode, dans quel état tu as envie de les mettre Moi, je après. crois que ce que je préfère, c'est un auditeur qui me dit tu m'as fait réfléchir. Mais un peu avec ce truc de... Je me suis pris un petit choc. Je me suis pris un petit électrochoc. Hmm. Il y a une remise en question, il y a une profondeur de discussion. C'est ça que j'aime amener à mes auditeurs. Cette idée de je m'attendais pas à trouver ça et je me pose plein de questions. Et le premier état, en général, c'est une forme de confusion. Parce qu'il y a la confusion de ah mince, j'ai fonctionné totalement différemment jusque-là. Oups. Hmm. Et je trouve que c'est pas le même niveau de choc que quand on se dit juste ah mince, j'ai pas choisi la bonne assurance vie et où j'ai pas très très bien placé mon argent. Il y a ce truc de waouh, en fait, j'ai une relation à l'argent parce que du coup, quand tu écoutes mon podcast, tu découvres que tu as une relation à l'argent parce que pareil, je savais pas il y a plusieurs années. Et quelle l'ampleur des conséquences de cette révélation sur ma vie, mes comportements, mes choix. Et là, ça peut être assez profond. Hmm. Et l'intro de mon podcast, c'est je veux provoquer les discussions les plus authentiques et les plus profondes à propos de l'argent pour éviter les discours de surface sur les pauvres et les riches. Et que les gens, effectivement, aient cette profondeur de discussion avec eux-mêmes déjà, au sein de leur famille, leur Hmm. foyer, et puis, si possible, avec le reste de leur famille, leurs collègues, leurs amis, etc. Et à quel moment il peut être finalement trop tard pour cette prise de conscience? Parce que j'imagine que quand on parle d'argent, tu parles aussi d'anticipation, de changements assez profonds dans tes habitudes de vie au quotidien. Et donc, tu as une notion d'épargne qui met du temps à être abondée. Donc, il y a deux questions sous-jacentes à celle-ci. C'est est-ce que ton podcast s'adresse à une cible particulière en termes d'âge, tu vois? Est-ce que c'est plutôt les jeunes qui ont encore le temps finalement de prendre en main ces sujets pour prévoir l'avenir? Mais au final, tu es dans une approche où tu te dis, bah, non, en fait, à tout âge, on peut changer son rapport à l'argent et améliorer son rapport à l'argent et être plus tranquille avec ce sujet. Améliorer son rapport à l'argent, tu peux le faire à tout âge. Maintenant, si tu veux en voir un quelconque bénéfice dans la matière, dans la réalité, dans le concret, Mmh mh. tu l'as très bien dit, le facteur temps a une place très importante quand on parle de finances personnelles. Donc, quand t'es pas encore dans la vie active, bah, on va dire que tu prends de l'information, t'engranges de l'information et ça va te servir quand tu rentreras dans la vie active. Mon podcast s'adresse effectivement aux gens déjà qui rentrent dans la vie active. C'est quand même
à un moment donné, quand tu as un peu d'argent pour te poser ces questions-là. Mais il y a des étudiants qui ont de l'argent pour se poser ces questions-là. Et après, euh, plus tu te rapproches de la retraite et au-delà, moins ça va avoir de sens. Pourquoi ? Parce que déjà, tu n'as plus ou pas de levier d'augmentation de tes revenus à la retraite. Alors oui, il y a des retraités qui travaillent, mais ça reste quand même assez modéré. Tu as moins de Mm. possibilités d'accès au crédit. Donc voilà, c'est pas que ta vie, elle est faite, tu peux toujours travailler ta relation à l'argent, mais est-ce que ça va faire une énorme différence dans ta vie ? Probablement moins. Mm. Donc on va dire c'est les actifs de 25 à de 25 à 50, 55 ans, quelque chose comme ça, Mm. qui sont Avec des niveaux de résultats qui sont assez différents forcément en raison de cette donnée est-ce que de temps. enfin, le podcast c'est pour tout le monde, homme-femme. C'est sûr que par rapport à d'autres, j'ai une proportion de femmes qui m'écoutent qui est assez importante. Et parmi mes clients, par contre, là, c'est waouh, c'est une vague féminine. Euh, Mm. majoritairement, c'est des femmes qui travaillent avec moi, mais j'ai beaucoup d'hommes qui m'écrivent et qui écoutent le podcast. Qu'est-ce que tu as, j'allais dire changé, mais dans tes habitudes, j'imagine pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais plus du tout, que tu fais beaucoup moins? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui? Tu parles de quoi dans le... Je parle de ta prise de conscience, toi, perso, par rapport à la gestion de tes finances, ton changement de mindset par rapport à l'argent, parce que tu disais que j'imagine que tu dépenses moins dans des postes qui ne correspondent pas à ton projet de Ouais. vie, comme tu le disais tout à l'heure. Donc ça peut être des restos, des fringues, des voyages, qui sont aussi des sources de plaisir. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as trouvé d'autres sources de plaisir, mais est-ce que tu éprouves quand même un manque par rapport à ça? Et est-ce que tu les as compensés d'une En quelconque fait, manière? il y a eu plusieurs phases. Il y a une phase où j'ai effectivement éprouvé le besoin de rendre utile chaque euro qui rentrait dans ma vie et principalement Hmm. de l'utilitariser via l'investissement. Donc, je dis, ok, est-ce qu'il est mieux, il est mieux utilisé en l'investissant ou en le dépensant? Et c'est vrai que la réponse a été très très souvent épargne investissement versus la dépense. Mais ce qui correspondait à exactement ce que j'avais envie de vivre, c'était construire ma liberté financière. Donc j'ai tout réinvesti. Puis à un moment donné, quand tu investis beaucoup dans l'immobilier, j'ai investi beaucoup dans mes business pour moi-même me faire coacher, accompagner. Je te parle de 100 000 euros en l'espace de moins de 2 ans, dont 70 000 Mhm. sur du développement personnel, du coaching, etc. C'est ça les Mhm. montants que j'ai Donc tu as investi en toi Exactement. Donc déjà? c'est ça que j'ai investi, c'est les montants dont on parle sur les 2 dernières années. Et j'ai accédé et j'accède et aujourd'hui, je vis des niveaux de rémunération euh, qui sont effectivement plus les mêmes. On parle plus des mêmes chiffres. Et puis j'ai de Hmm. multiples sources de revenus. Certaines, j'en tire une rémunération et d'autres, je les garde dans mes sociétés et je les réinvestis. Donc il y a de la valeur créée. C'est Mhm. juste que ça tombe pas toujours sur mon compte perso courant. Mais ça, c'est comme tous Mhm. les entrepreneurs. Et j'ai Bien fait sûr. évoluer ma relation à la dépense et j'ai fait évoluer ma relation au plaisir. Et j'ai eu besoin de redéfinir ce qui comptait pour moi et la notion d'utilité. Et c'est pas si difficile à comprendre. En fait, j'ai construit mon système. Il y a encore plein de choses à construire et je vais continuer à le développer. Mais sauf que je peux pas imaginer tout vivre à travers le filtre de ce qui est utile et ce dont j'ai besoin. En fait, tant que je reste dans si j'en ai besoin, je suis dans le manque en fait. Mhm. Et du coup, j'ai eu besoin aussi de me dire, ok, il y a ce dont j'ai besoin et il y a ce dont j'ai envie. Et ce dont j'ai envie, Hmm. c'était de construire jusqu'à présent et maintenant j'ai aussi envie d'autre chose. Et j'ai pas besoin d'essayer de Mhm. rendre ça à tout prix utile. C'est juste une envie. C'est pas un besoin. Ce sera jamais utile. Tu vois, Ah ouais, je partir en comprends. Thaïlande 3 semaines et là, je rentre de Thaïlande, on a dépensé, alors pour certains, ça avait été des sommes folles, pour certains, ça avait été des sommes ridicules, mais j'ai dû dépenser 3 000, 3 500 euros sur les 3 semaines.
Et du coup, je peux pas dire que c'était utile. Attends, juste toi, Non, pas, juste pas moi, toi et juste moi, ton ouais, ouais. compagnon. Et du coup, ouais, je sais, je vois ton regard, tu me dis. Bon, petite remarque, non, bah, petite remarque perso. Ça fait un peu Ouais, plus de 1 000 € la semaine pour t'y rendre, manger, dormir, bouger. Moi, ça me paraît c'est pas absolument déconnant. pas Et déconnant. mais si je te dis, je dépense 22 000 € dans un coaching de 3 mois, ou si je te dis, bah, la dernière robe que j'ai achetée, elle vaut 300 balles, rien de tout ça n'est utile, en fait. Je peux pas faire rentrer, à Mm, aucun moment, je peux faire rentrer ça dans une case de c'est utile. Donc, je suis obligée de faire évoluer mon référentiel, et c'est ce que je me suis retrouvée à faire, de me dire, ok, est-ce que je dois forcément ne dépenser que de l'argent pour quelque chose qui est utile, ou est-ce que le plaisir, mm, l'envie fait aussi partie des choses qui comptent pour moi? Et ça a beaucoup évolué. Et effectivement, je ne vis pas la dépense de la même manière. J'ai aussi fait tellement un énorme travail sur le manque que du coup, voilà, je sais que l'argent rentre, l'argent sort, l'argent rentre, l'argent sort. Je sais la proportion je réinvestis toujours beaucoup de toute façon. Et donc, mm. tout ça, c'est équilibré d'une autre manière. Et ça va continuer à évoluer. C'est ça qui est génial, c'est que c'est toujours pas figé et que ça continuera à évoluer. Mais je peux pas avoir le même niveau de discours en fonction de la personne qui est en face de moi. Ça, je l'ai compris et c'est pas évident. Une partie de mon travail, c'est Mm. beaucoup sur l'énergie de l'argent, la manifestation, l'abondance. Et j'adapte mon discours en fonction de la personne qui est en face de moi. Quelqu'un qui est salarié, qui commence son parcours de réappropriation de ses finances, je peux pas lui dire et qui a rien construit, qui a pas de patrimoine et qui a aucun système. On est juste dans le salariat classique de j'échange mon temps et mes compétences contre l'argent. Je peux pas Mm. avoir le même discours de il n'y a pas de souci, envie, plaisir, etc. C'est si, à un moment donné, si tu veux en passer par une phase de construction de ton patrimoine, de ton avenir et éventuellement comme moi de liberté financière, il faut que tu passes par cette phase où la partie envie se déporte vers la partie utile de construire son système de création de Mm. richesse. Ok, très clair. Hyper intéressant, Delphine. On va aller un peu plus dans le concret de ton quotidien de créatrice de contenu. Donc, ton podcast est Yes. hebdomadaire. C'est avant tout un podcast de conversation, même si parfois tu réalises des épisodes seul. Comment tu es organisé pour ce podcast? C'est-à-dire pour caler tes enregistrements, trouver tes invités, les contacter, trouver le bon créneau avec Je eux, suis, gérer la post-prod, la ouais. publication, la rédaction de Je tes suis pas descriptifs. assez bien Voilà, je suis bien organisée placé à pour mon savoir boulot. qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, bah, dis-nous, parce que ça fait Ouais, depuis 2 ans et demi. 2019, donc ça va faire 2 ans et demi. Bon, Il y a des choses certainement que tu fais différemment depuis 2019. comme la plupart des Raconte-nous un créateurs de peu. contenu, déjà, je faisais tout au début. Donc ça, Mm, la base. la base. Donc j'ai appris tous les métiers au début. Euh, J'aspire. Alors en plus, en termes de rythme, genre les 2-3 premiers mois, j'étais à 2-3 épisodes par semaine. Puis je suis passée à Ah ouais. un par mois, 2 par mois. Je suis revenue à un par mois et là je reste pardon, 2 par mois, un par Ah, semaine. Et là je reste sur un par oui. semaine. Euh, Mm, J'essaye de prendre de l'avance. Ma plus grosse problématique sur la production, c'est que comme j'ai un podcast avec des invités, c'est plus difficile de batcher. Il faudrait dans ces cas-là que je sois plus sur un mode de saison. Et c'est pas ce que j'ai créé depuis le début. Donc je suis mm, relativement dépendant du rythme auquel je contacte des invités et au rythme auquel j'arrive à obtenir mm. des oui, plus leurs contraintes d'emploi du temps et les miennes. Euh, c'est aussi pour ça, à un moment donné, que en fait, je me suis mis à faire aussi des épisodes solo. En fait, j'ai commencé avec des épisodes solo, mélangés avec des épisodes interview, et pendant un moment, je faisais plus que des épisodes interview. Et je suis revenue à des épisodes solo Mhm. pour ça, pour aussi gérer les moments où j'avais pas d'épisode avec des invités, et aussi parce que j'avais plus d'espace pour dire ce que j'avais à dire. Tu vois, Mhm. j'ai créé ce podcast aussi pour dire des choses, et j'avais plus cet Mm. espace-là avec des invités, donc j'ai éprouvé Ok. le besoin de diversifier les formats pour ça aussi.
Et du coup, je m'en sors toujours. Donc, j'arrive à tenir mon rythme. Parce que tu n'es plus toute seule Alors, aujourd'hui, si sur ta la partie première chose que prod, j'ai fait, c'est que j'ai post-prod. délégué le montage. Ça fait un moment déjà, en septembre 2020, donc moins d'un an après le démarrage, j'ai délégué le montage. Ouais. Ensuite, j'ai délégué, quelques mois après, j'ai délégué la mise en ligne des épisodes. Donc, la création des visuels, la création des audiogrammes quand il y en avait, les descriptifs et juste la mise en ligne sur les plateformes, la rédaction des posts, etc. Et j'ai toujours gardé le... Donc là, c'est quoi? Tu fais appel à des Ouais, donc freelances? j'avais une personne qui travaillait avec moi. Alors c'est une autre personne aujourd'hui et effectivement, elle réécoutait mes épisodes, elle isolait les extraits. Voilà, c'est chronophage en fait. On se rend pas compte. Pour ceux qui font pas de podcast, on se rend pas Très. compte, mais c'est une partie qui est assez chronophage. Et moi, j'ai toujours gardé pour moi l'identification des invités, contacter les invités, booker, faire mes recherches et évidemment enregistrer l'épisode. Hmm. Ce qui Ouais. prend du temps aussi, hein, quand même. Trouver les bons contacts, le bon mail, Et en fait, le bon plus numéro de tu cherches des téléphone, invités les relancer. Ouais, prisés, euh, plus hmm, ce processus est long et chronophage. bien sûr. Et je me suis heurtée du coup à un peu à un moment donné des zones de creux. Je pense qu'on a tous vécu ça. Je refaisais mon historique parce que là, je vais refaire des épisodes rediffusion sur l'été et je revoyais ce qui s'était passé les 12 derniers mois et j'ai eu un moment où j'avais tellement de oui. Les 3 premiers mois de l'année, je revois mon line-up et je me dis waouh, c'est que des invités, enfin, et que des super épisodes, etc. Et en fait, j'ai pas préparé la suite et j'ai eu un creux Hmm. et ça a correspondu aussi avec un creux en termes de... J'ai senti un peu un... Faut pas se leurrer à un moment donné. Notre motivation n'est pas toujours au top du top quand on produit des Hmm. contenus toutes les semaines. Et j'ai senti ça aussi. Donc là, tu as pensé à arrêter à ce moment-là? Bah, tu le sais, il y a peu de gens qui le savent. Je me suis posé la question. Je me suis posé la question de réduire et je me suis posé la question d'arrêter. Je me suis dit, de toute façon, je pars du principe que je ferai pas ça toute ma vie, ça c'est sûr. Enfin, quand je dis toute ma vie, je me vois pas faire ça encore dans 15 ans. Peut-être sous d'autres formes, tu vois, à la télé, à la radio, mais je me vois pas faire vivre ce podcast tel qu'il est pendant 15 ans. Donc je me suis dit, je sais pas, ça se trouve, c'est ça en fait, ça se trouve, c'est là, j'arrête. J'arrêterai à l'été, tu vois, ça Hmm. fera 2 ans et demi, presque 3 ans. Et c'est pas la décision que j'ai prise. Mais je me suis vraiment posé la question et il m'a fallu 2-3 mois pour. Maintenant, je sais ce que je veux faire. À la rentrée, il va y avoir des évolutions, y compris dans la manière dont je produis le podcast. Et ça m'enthousiasme. Mais on avait eu ces discussions tous les deux et je t'avais dit, en fait, ok, le podcast est un canal d'acquisition pour mon business. En fait, ça est devenu. J'ai commencé par le podcast en sachant pas ce qui allait se passer. Et puis, en fait, c'est devenu un canal Hmm. d'acquisition pour mon business. Mais si ça n'est pas un plaisir, Un ouais, business de de formation et de formation, donc. coaching. Ouais. Et en fait, je t'ai dit, moi, si c'est plus du plaisir, je me fous de savoir si c'est un canal d'acquisition de mon business. Ça doit être un plaisir avant tout. Et C'est une question que j'allais te poser justement. Est-ce que tu gères ton temps comme tu gères ton argent en termes de dépenses? Parce qu'on peut se dire que tu peux décider de consacrer ton temps à des choses utiles plus qu'à des choses dont tu as envie ou des choses agréables. Qu'est-ce qu'il en est de ton podcast qui génère quand même des revenus, mais peut-être pas proportionnels à ceux que tu pourrais générer en passant le même temps sur de l'investissement immobilier par exemple? Je sais pas. les revenus que je génère avec le podcast pour le temps investi sont supérieurs à ce que je génère aujourd'hui dans l'immobilier. Mais encore une fois, Mm. il y a une similarité entre le podcast et l'investissement. C'est que tu construis quelque chose qui s'apprécie dans le temps. Mm. Je veux dire, au début, tu investis beaucoup de temps, Ouais. que ce soit en immobilier ou dans le podcast, à perte.
dans le podcast, le temps de construire une C'est vrai. audience, dans l'immobilier, toutes les visites que tu fais, les chantiers, les suivis, etc. Bah effectivement, au début, tu gagnes pas grand-chose, quoi. Donc, Mm. Mais ce que tu construis est très solide, un peu c'est comme ça. l'immobilier dans l'absolu. C'est vrai que le Donc, parallèle est la vraiment seule très différence, c'est que tu intéressant. vas avoir un actif valorisable sur l'immobilier et que si ton podcast est très dépendant de ta personne, c'est moins valorisable. Ceci dit, sur le podcast, il y a des gens qui ont revendu leur podcast et qui sont devenus hosts rémunérés, ou qui, dès le départ, sont des Oui. hosts rémunérés. Et après, c'est sûr que la valeur est quand même attachée à leur nom. Aujourd'hui, j'avoue que forcément, c'est mon bébé, donc j'imagine pas Richissime sans Delphine Pinon, mais pourquoi pas? On sait jamais. Tu vois, je reviens à ce que je disais sur Théophile Hélier qui a voulu revendre sa chaîne YouTube avec, je sais plus si des millions d'abonnés ou des centaines de milliers d'abonnés. Et en fait, le deal, c'était qu'il soit toujours la face visible de son business, mais qu'il le revende. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il avait besoin de cash et que cash is king, lui aussi, il fait énormément d'investissements. Et donc, il préférait récupérer le cash de la valeur de son actif pour l'investir, ce qu'il estimait être une meilleure utilisation de son argent, qui de fait là était bloqué dans cet actif et non utilisable. Donc ça a du sens de raisonner comme ça. Maintenant, effectivement, je sais pas s'il a réussi à vendre in fine, mais c'était pas une affaire facile son truc. c'était pas simple en fait. Tu parlais d'un objectif tout à l'heure avec le podcast de créer une communauté qui allait te permettre après d'aller voir des VC, de lever des fonds, de créer une communauté qui serait finalement les premiers utilisateurs de ton appli. Quels objectifs tu t'étais fixé en termes d'audience? On rappelle aujourd'hui, et bon, je suis bien placé pour le savoir parce que tu fais partie d'Orso Media, mais que voilà, Richissime, c'est entre 50 et 70 000 écoutes mensuelles. Ce qui est déjà top. Hein. Tu es le deuxième plus gros podcast finance perso derrière celui La de classe. Mathieu Stéphanie, la martingale. Mais aujourd'hui, tu dis, bon, j'y suis pas encore arrivé à cet objectif. Donc, Non, quel j'y suis était arrivée. À la ton base, c'était 10 objectif? 000 mon objectif. Ouais. Ah ouais, 10 Alors, 000 écoutes j'hésitais entre et 10 000 auditeurs. Parce écoutes que bon. ou, à la base, j'avais un système j'avais un contenu gratuit, un lead magnet. Et du coup, C'était quoi, c'était un mon guide, e-book, c'était un ma livre méthode blanc budgétaire, celle qui m'avait permis de refaire tout ça. Ok. Et l'idée, c'était d'avoir 10 000 personnes sur la newsletter. Je pense que ça a commencé comme ça. Et puis très D'accord. rapidement, j'ai basculé mon objectif. Je me suis dit, non, mais déjà, je veux 10 000 auditeurs. Et en fait, je me suis jamais arrêtée à cet objectif dans le sens où, même bien avant de l'avoir atteint, j'ai compris que cette histoire d'avoir 10 000 personnes dans une newsletter, en fait, cette aventure m'a beaucoup plus amusée que ce que j'imaginais. Et j'y ai découvert d'autres opportunités qui m'ont plus excitée que de celle de construire une boîte tech. Donc, voilà, partir sur la formation et le coaching, ça m'a beaucoup plus excitée que de construire une boîte tech. Et je pense que j'y reviendrai, mais enfin, j'ai clairement pas tué ce projet. Mais après, d'autres choses se sont immiscées comme priorité dans ma vie pro, perso et dans mon allocation de mes finances, quoi. On a déjà passé 1 heure ensemble, Delphine, et j'aimerais conclure avec une question qui va nous emmener peut-être encore dans quelques années. J'imagine que quand on gère son argent au quotidien et qu'on se met dans un mindset de mieux gérer ses finances aussi, parce qu'on a un objectif. Tu parlais tout à l'heure de ça, tiens, je vais être propriétaire mais j'ai rien mis de côté, je veux faire le tour du monde mais j'ai rien mis de côté. Donc j'imagine que tout ça c'est drivé par un objectif ultime. Quel est ton objectif ultime à toi en termes financiers? Il a évolué aussi. En fait, Mais écoute, tu dis qu'il a évolué, mais je le savais évidemment qu'il avait évolué parce que comme tu as un état d'esprit de
compétitrice, compétiteuse, je sais pas comment comment on le dit. Est-ce que, et c'est aussi une question sous-jacente, est-ce que tu en En auras fait, toujours assez finalement? Et alors quand j'en est-ce ai que tu déjà vas profiter assez, de tout parce que ça, la notion tu de vois? assez, en fait, on la dépasse vite. Donc, surtout quand assez, c'est ce dont on a besoin. En fait, j'ai largement dépassé ce dont j'avais besoin. Tu vois, c'est plus ça qui me drive. Ouais, mais jusqu'à la fin de tes jours, c'est-à-dire, est-ce que là, Hmm. tu pourrais très bien t'arrêter entièrement arrêter entièrement toute activité professionnelle et juste chiller, profiter Ouais, alors, de ce qui, en fait, la première de chose tes que je me rentes, suis entre guillemets. dit, donc, il y a 3 ans, en 2019, c'est je veux devenir libre financièrement, donc générer des revenus passifs. Le minimum, c'était 3 000 euros, quelque chose comme ça, et via l'immobilier. Mhm. Je voulais le faire avant 40 ans, et ça, c'est fait, via mes activités d'investissement immobilier. Revenu passif net, Ouais, hein. Là, c'est c'est-à-dire que ce hors serait... remboursement de crédit que Donc, tu peux souscrire. oui, oui, 2000, 3 000 euros, je te parle de revenus nets, y compris après impôts et déduction des charges sociales. Donc ce serait dans ma poche, il resterait plus que mon impôt personnel à payer dessus. Donc ça c'est fait. Et je m'en suis rendu compte de manière un peu fortuite dans la piscine en Thaïlande. Je me suis dit, mais c'est fait en fait, j'y suis déjà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme je suis dans une stratégie de réinvestissement, je les touche pas ces revenus. C'est-à-dire que mon immobilier aujourd'hui génère entre 4 et 5 000 euros de cash flow positif par mois, duquel je pense que je pourrais générer une rémunération de 2000-2005. Mais en fait, je ne me rémunère pas sur cette activité, je me rémunère sur mes activités de formation et de coaching et de sponsoring, parce que tout l'immobilier est dans un vase clos aujourd'hui et a pour but d'être réinvesti à l'infini. Donc j'ai atteint mon premier objectif. Maintenant, t'imagines bien, et tu l'as bien compris, que 2000-2500 euros, voilà, c'est sympa, mais mon objectif, il n'est pas celui-ci. Et en fait, la première chose qu'il faut comprendre dans mon fonctionnement personnel, c'est que euh, oui, il y aura toujours un objectif financier plus fort après, mais c'est pas l'objectif financier qui me drive. Ce qui me drive et ce qui drive toute mon action sur tout ce que je fais, c'est que je veux toujours aller explorer là où est mon plus gros potentiel. Si je peux remplir une salle de conférence de 200 personnes, je vais essayer d'aller remplir une salle de conférence de 500 personnes ou de 1000 personnes. Et c'est pas tant parce que c'est pas tant la compétition que le challenge de qui est cette Delphine qui arrive à parler devant 1000 ou 1500 personnes. Et peut-être, tu vois, si je le fais une première fois, je vais me dire, ah ok, donc la Delphine qui parle devant 1000 personnes, elle est pétrifiée, elle est terrorisée, elle n'est pas hyper performante, etc. Et donc, du coup, mon challenge, ça va être de devenir effectivement cette Delphine qui est capable de soutenir une audience de 1000 personnes, mais avec l'assurance, voilà, avec tout ce qu'il y a de chouette. Donc, c'est, c'est quoi la Delphine qui, j'en sais rien, qui est capable d'avoir son documentaire Netflix? Enfin, en fait, y a pas de limite à ce que j'imagine. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, il n'y a rien, enfin, tu vois, il n'y a pas de projet. Donc, ça se construit petit à petit. Et voilà. Et donc, mes niveaux de rémunération, je veux qu'ils suivent. Je sais que ce que j'aimerais vivre comme vie avec dans lequel il y a du voyage, dans lequel j'ai tout le temps un coach ou un mentor que je paye, dans lequel mes enfants vont dans des écoles. Alors, je n'ai pas d'enfants, mais mes futurs enfants euh, pourront aller dans des établissements que je choisis. Dans lequel, enfin voilà, tout ça, dans lequel j'ai la maison qui me plaît, à l'emplacement où je veux qu'elle soit. Et en fait, tout ça correspondrait peu ou prou à un niveau où je gagne au moins 10 000 euros par mois. Et donc, c'est ce vers quoi je vais. Et je ne suis pas à 10 000 euros par mois dans ma poche. Mes sociétés gèrent beaucoup plus que ça, mais bon, voilà. Pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, je ne vous dévoile rien si je vous dis qu'il y a une vraie différence entre nos chiffres d'affaires et nos rémunérations. Complètement. Ouais, c'est un chouette projet et ça te donne quand même pas mal de perspectives sur toutes les années
à venir. Moi, en tout cas, personnellement, j'espère que tu vas continuer ton podcast parce que j'ai beaucoup de plaisir à, à travailler avec toi. Et comme tu le dis, je pense que c'est un sujet qui est un puissant fond. Ouais, il y a mille sous-sujets à explorer dans cette thématique. Et puis, tu es la bonne personne pour les porter. Donc, je souhaite encore longue vie à Richissime. Merci beaucoup Delphine. On a passé 1h15 ensemble. J'ai passé un très bon moment. J'ai appris plein de choses sur toi. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous, auditeurs. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou une note sur Apple Podcast et Spotify si vous avez aimé cet épisode. Ciao, bye Je vous dis à bye. très bientôt. Salut Delphine.